Avant de commencer la lecture de ce récit intense, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit j'aime et un commentaire pour soutenir mon travail. Votre engagement est essentiel. Mon père a verrouillé les portes de la salle à manger de l'intérieur, puis a fait glisser un couteau à steak sur la nappe blanche jusqu'à ce que la pointe acérée soit dirigée droit sur ma poitrine. Transfère l'argent, Rosalyn, a-t-il chuchoté. Où on verra quelle valeur tu accordes vraiment à ta vie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai juste regardé ma sœur Jessica, penchée sur mon ordinateur portable, les yeux exorbités par l'avidité, s'apprêtant à vider mon compte de 3,8 millions de dollars. Ma mère, tremblante, agrippait le bord de la table, attendant de redevenir riche. Ils pensaient me dépouiller. Ils ignoraient que la touche « Entrée » que Jessica s'apprêtait à presser n'était pas reliée à une banque. C'était un bouton d'alerte silencieux, relié directement à la police d'État. J'ai pris une lente gorgée de vin. 3, 2, 1. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. 48 heures avant que mon père ne me menace avec un couteau à steak, le seul danger auquel je faisais face était une tasse de café froid. J'étais dans mon appartement du centre-ville de Boston, un espace qui n'avait rien à voir avec ma maison d'enfance, le calme, le confort d'un logement payé et la sécurité. Le soleil matinal frappait le comptoir en quartz que j'avais acheté avec mon propre argent. J'étais en train d'examiner un dossier concernant une société écran aux îles Caïmans lorsque mon téléphone vibra contre le marbre. L'écran afficha un seul mot, maman. Je le fixai. Nous ne nous étions pas parlé depuis 6 mois. Pas depuis que j'avais refusé de me porter seule caution pour la boutique de ma sœur, qui avait fait faillite. Mon pouce hésita au-dessus du bouton « Rejeter ». La logique me disait de laisser le répondeur. L'expérience, elle, m'avait appris que si Linda appelait à 8 heures du matin, c'est qu'elle voulait quelque chose et qu'elle n'arrêterait pas tant qu'elle ne l'aurait pas obtenu. Je répondis, « Qu'y a-t-il, Linda ?»« Rosalyn, chérie. » Sa voix était haletante, empreinte d'une douceur qui me coûtait habituellement une fortune. « C'est comme ça que tu réponds à ta mère ? On s'est tellement inquiété pour toi. » Je vais bien. Que voulez-vous ? Nous voulons te voir, dit-elle d'une voix qui baissait jusqu'à un murmure théâtral. Ton père et moi. On a beaucoup pensé à grand-mère Margaret. Ça fait 1 an qu'elle est décédée, et on n'a jamais vraiment organisé de vrais repas de famille pour lui rendre hommage. On aimerait que tu rentres vendredi, juste nous 4. Je me suis appuyée contre le comptoir, analysant son ton comme j'analyse des tableaux Excel. Elle parlait trop fort. Elle débitait trop vite. Elle mentait. Mes parents n'organisaient pas de dîner commémoratif. Ils jouaient la comédie du deuil en public et tremblaient en privé. J'ai des projets, ai-je menti. S'il te plaît, Rosalyn, m'a-t-elle interrompu, le désespoir transparaissant dans sa voix. Jessica sera là. Elle traverse une période difficile. Elle a besoin de sa grande sœur. On a tous besoin de se reconstruire. Je prépare ton rôti préféré. Un instant, un vieil instinct a fait ressurgir l'espoir désespéré et pathétique que peut-être, juste peut-être, il s'était vraiment ennuyé de moi. Il me voyait encore comme l'adolescente timide et effacée, prête à tout pour un brin d'affection. Ils ne connaissaient pas la personne que j'étais devenue. Ils ignoraient qu'à 32 ans, Rosalyn n'était plus seulement la fille discrète qu'elle était. J'étais experte comptable judiciaire. Je passais mes journées à traquer les actifs dissimulés pour des mises en examen fédérales. Je savais repérer une escroquerie de type Ponzi, et encore plus une arnaque familiale. Et Linda ajouta, d'un ton trop désinvolte, apporte ton petit boîtier bancaire. Le bleu. Papa a trouvé de vieux bons d'épargne de grand-mère au grenier, et nous pensons avoir besoin de ton accès pour les encaisser pour la succession.
Le piège se referma brusquement. Il n'y avait pas de bon. J'avais audité la succession de grand-mère Margaret jusqu'au dernier timbre-poste avant son décès. Tout était déjà dans le fonds fiduciaire que je gérais. Il ne voulait pas honorer la mémoire de ma grand-mère. Il voulait la clé numérique des 3,8 millions de dollars déposés sur le compte fiduciaire. Il m'invitait pour me voler. Rosalind, tu es là? Je regardais mon reflet dans la vitre. Mon regard était froid. Si je disais non, il continuerait à me harceler. Il pourrait venir à mon travail, importuner mes amis, voire même essayer de falsifier ma signature à nouveau. Le seul moyen d'arrêter un parasite, c'est de lui faire croire qu'il a trouvé une veine, puis de l'empoisonner. Je suis là, dis-je d'une voix assurée. Je serai là, maman. Vendredi soir. Bien, souffla T.L. Apporte le badge. Ne sois pas en retard. Elle raccrocha. Je posai le téléphone et me dirigeai vers mon ordinateur portable. Je ne ressentais pas de peur. J'éprouvais la lucidité glaciale d'un chasseur qui vient de repérer un mouvement dans les broussailles. Il voulait accéder au compte? Très bien, je leur donnerai l'illusion d'y accéder. J'ouvris une nouvelle fenêtre de programmation. Il était temps de créer un miroir. Le lendemain matin, j'étais assise en face d'Harrison dans son bureau aux parois de verre. Harrison n'était pas qu'un simple avocat. C'était un requin en costume 3 pièces, spécialisé dans la protection des actifs. Il examina le plan que j'avais étalé sur son bureau, ses sourcils se haussant légèrement. « Tu sais que c'est agressif », dit-il en tapotant le schéma que j'avais préparé. On pourrait simplement déposer une ordonnance restrictive. On pourrait envoyer une mise en demeure. Tu n'es pas obligé d'aller dans la gueule du loup. Une ordonnance restrictive n'est qu'un bout de papier, dis-je d'un ton neutre. Mes parents ne respectent pas les papiers. Ils respectent les conséquences. Si je les bloque simplement, ils trouveront un autre moyen de me nuire. Je dois les neutraliser définitivement. Harrison me fixa longuement. Puis un sourire lent et acéré se dessina sur son visage. S'ils saisissent volontairement leurs identifiants dans un système de vérification d'identité et tentent ensuite un virement non autorisé, eh bien, tant pis pour eux. Je prévois aussi de contacter la police d'État. Je quittai son bureau et me mis directement au travail. Je n'avais pas besoin d'une équipe. J'avais besoin de caféine et de silence. J'ouvris mon ordinateur portable et me mis à coder. Je ne créais pas un site web de banque, j'en créais un miroir. J'ai cloné l'interface au pixel près, le logo bleu apaisant, la police rassurante, l'invite d'authentification à 2 facteurs. À première vue, c'était la porte d'entrée vers la fortune de ma grand-mère. En réalité, c'était un gouffre. Chaque frappe au clavier, chaque clic de souris, chaque scan biométrique de la webcam était enregistré, compressé et instantanément envoyé par courriel à la brigade des cybercrimes. Alors que je tapais le code du faux bouton de transfert, une crampe me prit à la main. Je la secouai. Pendant une seconde, la lumière bleue de l'écran se confondit avec les gyrophares d'une voiture de police sous la pluie. J'avais de nouveau 17 ans. L'odeur d'asphalte mouillé et de caoutchouc brûlé m'envahit les narines. La berline de mes parents était encastrée dans un poteau téléphonique à 1 kilomètre de chez nous. Jessica était au volant, sanglotant, empestant la vodka et la liqueur de pêche. J'étais côté passager, le front en sang après avoir heurté le tableau de bord. Je n'étais même pas dans la voiture au moment de l'accident. J'avais marché jusqu'au bout de la rue parce qu'elle m'appelait à l'aide en hurlant. Mon père est arrivé avant la police. Il n'a pas vérifié si nous étions blessés. Il a vérifié qui était au volant. Il regarda Jessica, hystérique et ivre. Puis il me regarda, sobre et ensanglanté. « Bouge », ordonna-t-il. « Quoi » demandai-je, hébété. « Change de place. »
Ils me traînèrent jusqu'au siège conducteur. Ma mère me prit le visage entre ses mains glacées. Elle ne cria pas. Elle ne paniqua pas. C'était le plus terrifiant. Elle me parla d'une voix douce, comme si elle m'expliquait pourquoi je devais manger mes légumes. Rosalyn, ma chérie, murmura-t-elle en essuyant le sang de mon œil. Jessica a son concours de beauté le mois prochain. Elle a une bourse. Une conduite en état d'ivresse ruinera sa vie. Tu es forte. Tu es intelligente. Tu peux gérer un casier judiciaire de mineur. Il sera effacé à tes 18 ans de toute façon. Fais ça pour ta sœur. Ce n'est qu'un petit sacrifice. Ils avaient banalisé la chose. Ils avaient fait passer la destruction de mon avenir pour une simple corvée, un acte d'amour fraternel. Si je disais non, c'était moi l'égoïste. C'était moi qui ruinais la famille. Alors, je suis restée assise là. J'ai passé l'alcotest. J'ai endossé la responsabilité. J'ai perdu ma bourse d'études dans une université prestigieuse. J'ai passé ma première année d'adulte à nettoyer des toilettes pour financer mes études, pendant que Jessica faisait la fête aux frais de mes parents. J'ai cligné des yeux et le souvenir s'est effacé. J'étais de retour dans mon appartement, le code clignotant sur l'écran. Ils avaient utilisé mon amour contre moi. Ils avaient instrumentalisé ma loyauté, mais ils avaient oublié que la loyauté a une date de péremption. Je n'étais plus la jeune fille de 17 ans qui saignait sous la pluie. J'étais la femme qui auditait les cartels. J'ai finalisé le script et cliqué sur enregistrer. Le piège était tendu. Le gravier de l'allée a crissé sous mes pneus, un bruit étrangement semblable à des os qui se brisent. Je me suis garée devant la propriété, coupant le moteur, mais laissant les phares allumés un instant pour éclairer la façade. La maison de mes parents dans le Connecticut était conçue pour impressionner les gens qu'ils détestaient. C'était une immense demeure de style Gatsby, avec des colonnes blanches et des haies taillées au cordeau. Pour un œil non averti, cela criait vieille fortune. Pour moi, l'œil d'une auditrice, cela criait surendettement. Je voyais les fissures dans le crépi près des fondations, la peinture écaillée des fenêtres qui n'avaient pas été retouchées depuis des années. La maison leur ressemblait, une belle coquille qui pourrissait de l'intérieur. J'ai attrapé mon sac et je suis sortie dans l'air humide de la nuit. Linda a ouvert la porte avant même que je puisse frapper. Elle portait une robe de soie qui semblait avoir 2 saisons et qui sentait fortement le miel. C'était une odeur funéraire, lourde et entêtante, utilisée pour masquer la panique grandissante. « Tu es arrivée », dit-elle, son sourire tendu comme la peau d'un tambour. « Entre, ma chérie. On t'attendait. » Elle ne m'a pas serrée dans ses bras. Elle m'a fait entrer dans le hall où Jessica faisait les 100 pas. Ma sœur ressemblait à un mannequin en couverture d'un magazine sur les dépressions nerveuses. Elle portait une robe Chanel vintage, mais ses cheveux étaient ternes et son regard errait dans la pièce, comme si elle s'attendait à ce que le papier peint l'attaque. Elle s'arrêta en me voyant, ses yeux parcourant mon tailleur anthracite. « Tu as mis ça » lança-t-elle d'un ton strident. « C'est un dîner de famille, Rosalyn, par un contrôle fiscal. On dirait un croque-mort. »« Bonjour à toi aussi, Jessica, dis-je en la dépassant. Tu as l'air fatiguée. »« Je ne suis pas fatiguée, » rétorqua-t-elle. « Je suis stressée. »« Enfin, tu ne peux pas comprendre le stress. Ton plus gros problème est sans doute de trouver une place de parking. » Je ne mordis pas à l'hameçon. Je suis simplement entrée dans la salle à manger. La table était dressée avec la porcelaine fine, mais le repas était pitoyable, un poulet rôti sec acheté en magasin et quelques asperges flétries. C'était un repas frugal servi à une table de roi. Thomas était assis en bout de table. Il ne se leva pas. Il paraissait plus petit que dans mon souvenir, la peau grise. Il se versa un verre de vin d'une main tremblante. « Assieds-toi » ordonna-t-il.
Je m'assis. Je posai mon sac à côté de ma chaise. Nous mangeâmes en silence pendant 3 minutes. Le seul bruit était le raclement des fourchettes. L'atmosphère était si tendue qu'on se sentait sous pression, comme dans la cabine d'un avion sur le point de s'écraser. Thomas laissa tomber sa fourchette. Elle s'écrasa bruyamment. Ça suffit, dit-il. On ne t'a pas fait venir pour parler de grand-mère. Je m'en doutais, dis-je en m'essuyant la bouche. Le rôti est sec, papa. Qu'est-ce que tu veux? On a besoin d'argent, lâcha Jessica. Elle frappa la table du poing. Maintenant, ce soir. Thomas leva la main pour la faire taire. Il me regarda, le regard dur. Ta sœur a des ennuis, Rosalyn. De sérieux ennuis. Elle a emprunté de l'argent. Beaucoup. À qui, demandai-je. Les banques ne prêtent pas aux gens avec un score de crédit aussi bas. Pas une banque, murmura Thomas. Des prêteurs privés. Ils se fichent des scores de crédit. Ce qui les intéresse, ce sont les garanties. On a hypothéqué la maison pour obtenir le prêt. Mais les intérêts ont explosé. Ils ont exigé le remboursement ce matin. Combien? 3,8 millions, murmura Jessica, les larmes aux yeux. Ils ont dit que si je ne payais pas avant minuit, ils allaient me faire du mal, Rosalyn. Ils savent où je dors. Je regardai ma montre. 20h15. Et tu penses que je vais payer? Tu es la fiduciaire, dit Thomas d'une voix rauque. Tu as accès au compte de ta grand-mère. On sait qu'il y a plus de 4 millions là-dedans. Tu vas ouvrir cet ordinateur, te connecter et effectuer le virement. Cet argent est pour une œuvre de charité, dis-je calmement. C'est stipulé dans les statuts. Oublie les statuts, rugit Thomas en frappant du poing. C'est la vie de ta sœur qui est en jeu. Le masque était tombé. Plus de douceur. Il n'y avait plus que 3 bêtes en cage, et j'étais la seule à avoir la clé. Je ne peux pas, dis-je d'une voix neutre. Ce n'est pas mon argent. Thomas ne cria pas. Il se leva lentement, le lourd fauteuil en chêne raclant le parquet. Il se dirigea vers les portes doubles du hall. Clic, le bruit du verrou résonna. Il glissa la clé dans sa poche. Puis il retourna à la table et prit le couteau à steak. Il ne le brandit pas. Il le déposa simplement devant moi. Personne ne part, murmura-t-il. Tant que le transfert n'est pas terminé. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était une prise d'otage. Je regardais Linda. Elle n'était pas horrifiée. Elle hochait la tête. Je regardais Jessica. Elle souriait d'un sourire cruel. Elles étaient unies. Prêtes à tout pour que leur façade ne s'effondre pas. Je devais jouer la peur. Je devais redevenir la Rosalyn faible qu'elle connaissait. Je laissai mes lèvres trembler et fermai les yeux jusqu'à ce que les larmes coulent. Papa, s'il te plaît, sanglotai-je. Je vais perdre ma licence. Je vais aller en prison. Tout ira bien, ricana Linda. Tu as caché l'argent, tu sauras cacher ça aussi. Jessica me désigna du doigt. Ouvre juste l'ordinateur. La main de Thomas planait près du couteau. Fais-le. Je m'affaissai, sortis mon ordinateur et cliquai sur le lien Access Trust, le site miroir. Saisis le mot de passe, siffla Jessica. Je le tapai lentement pour qu'il puisse mémoriser chaque caractère. Le faux tableau de bord s'afficha, 3,8 millions de dollars. Ils retinrent leur souffle. Transfère tout, ordonna Thomas. Ma main tremblait. Je ne peux pas. Jessica m'écarta brusquement et saisit elle-même les coordonnées bancaires de ses créanciers. Elle jubilait. Tu as essayé de le garder pour toi, crachatait-elle. Mais j'ai gagné. Tu n'aurais pas dû, murmurai-je.
Elle appuya sur Entrée. Au lieu d'une confirmation, l'écran vira au rouge. Une sirène stridente retentit. Un message s'afficha en gras, alerte de sécurité critique. Accès non autorisé. Données biométriques capturées. GPS verrouillé. Force de l'ordre dépêchée. Ils paniquèrent, cliquant partout, exigeant des explications. Il n'y a pas d'argent, dis-je en me levant. Calmez-vous. Grand-mère a fait don du fonds il y a des mois. C'était un piège. Leurs visages se tordirent d'horreur lorsque la webcam clignota. Bonjour la cybercriminalité, dis-je. Ils viennent de vous voir me menacer et tenter une fraude. Jessica s'effondra. Thomas essaya de fermer l'ordinateur. Linda me maudit avec une haine pure. Tu viens de te détruire, dis-je à Jessica. Quelques minutes plus tard, les sirènes illuminaient la maison. La police enfonça la porte et les menotta un par un. Thomas me fixait comme si je l'avais trahi. Jessica sanglotait. Vous n'êtes plus ma famille, hurla Linda. Tu es morte pour nous. Je sortis alors un document officiel et lui dis doucement, en réalité, c'est ma maison. J'ai racheté la dette il y a des mois pour éviter la saisie. Vous étiez en train d'y pénétrer sans autorisation. Ce fut le coup de grâce. Tandis qu'on les emmenait sous la pluie, je portais plainte. 6 mois plus tard, la maison est à moi. Lumineuse, propre, calme. Une lettre de Thomas est arrivée hier. Je l'ai brûlée sans l'ouvrir. Parfois, le silence me paraît vide. Puis je me souviens du couteau, de l'écran rouge et de leurs yeux quand ils ont choisi l'avidité plutôt que moi. La famille est censée être un refuge, c'est pour cela que j'ai dû fuir la mienne. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché ou si vous avez aimé le dénouement, laissez un like, abonnez-vous et partagez vos impressions en commentaire. C'est grâce à vous que cette communauté grandit. Cette histoire est un exemple puissant de ce qu'on appelle la justice poétique, mais elle cache une réalité psychologique très lourde. Mon avis, Rosalind n'est pas seulement une experte comptable brillante, c'est une survivante. Ce qui frappe, c'est la froideur avec laquelle elle doit agir pour se protéger. Quand une famille devient un prédateur, la loyauté devient un poison. Elle a transformé sa douleur passée, l'accident de ses 17 ans, en une armure de compétences techniques. C'est triste de voir qu'elle a dû piéger ses propres parents pour obtenir la paix, mais c'était un acte de légitime défense émotionnelle. Un conseil pour ceux qui vivent des situations similaires, si vous avez des proches, familles ou amis qui utilisent votre affection, votre culpabilité ou votre sens des responsabilités pour vous manipuler financièrement ou émotionnellement, rappelez-vous ceci. Votre loyauté s'arrête là où leur respect pour vous commence à disparaître. Astérisque fixez des limites claires, ne vous sentez pas obligé de sauver des gens qui refusent de se sauver eux-mêmes. Protégez-vous juridiquement, comme Rosalind, documentez tout. Le sang ne justifie pas l'abus, parfois, couper les ponts n'est pas un acte de haine, mais l'acte d'amour le plus radical que vous puissiez faire envers vous-même. Vous ne pouvez pas guérir dans l'environnement qui vous a rendu malade. Qu'en pensez-vous? Rosalind est-elle allée trop loin ou a-t-elle simplement fait ce qui était nécessaire? J'attends vos avis en commentaire.